Donc on m'a effectivement demandé de me présenter pour commencer. Je me suis dit que la meilleure façon était peut-être de vous obéir, c'est-à-dire vous m'avez forcé à regarder en arrière, hein. Alors je crois que la vie, ça bifurque souvent en fonction de circonstances aléatoires, un peu comme, disons, les romans de Paul Auster, hein. Mais en fait, quand on est forcé d'y réfléchir, on s'aperçoit qu'il y a des indices quoi, qui préparaient peut-être le petit Sébastien à devenir un jour académicien. Bon. Et donc, quels étaient ces indices? Bon, d'abord, ma naissance, bien sûr, je suis né juste après la guerre, de parents qui étaient des intellectuels issus d'un milieu très populaire. Du côté de ma mère, donc mes grands-parents maternels, c'était un chaudronnier qui a été tué dans les tranchées pendant la guerre de 14. Et puis, ma grand-mère était employée téléphoniste, hein. Du côté de mon père, ma grand-mère donc elle était première dans un atelier de couture du Marais. Donc elle coupait le tissu. C'était mieux que d'être tout en bas de l'échelle sociale, mais bon, dans un atelier donc de couture dans le Marais. Et son mari, donc mon grand-père que je n'ai jamais connu, il était prothésiste dans dans un atelier dentaire, hein. Et il n'avait pas vraiment le droit de travailler en France, ni la nationalité qu'il avait demandé. C'était des immigrés qui avaient des difficultés d'immigrer, donc il y a peut-être un certain rapport avec mon sujet d'aujourd'hui. Alors, mes parents étaient extrêmement brillants et donc ils sont entrés tous les deux, après avoir eu les prix du concours général et tout ça, à l'école normale supérieure rue d'Ulm. Et là, ils se sont rencontrés et l'un était mathématicien et l'autre, ma mère, linguiste. Et donc, c'était animé chez moi, quoi. Je veux dire que mes parents étaient le fruit de l'ascenseur républicain. Ils croyaient aux vertus de la culture, de la lecture et aussi du débat d'idées. Donc, il n'y avait pas de repas dans mon enfance qui ne se passe avec un débat toujours respectueux, mais très animé, hein, entre mes deux parents qui étaient quand même assez différents. Et dans ce débat d'idées permanent, moi j'étais un garçon rêveur, je crois. Je vous dis ça parce que je crois que dans la recherche scientifique, c'est pas inutile de rêver. D'ailleurs, je crois que l'essentiel ou une grande partie des idées originales que j'ai eues de ci, de là, et qui font que bon, j'ai eu effectivement une carrière qui n'est pas trop mal. C'est des idées qui me sont venues la nuit. J'ai des insomnies parce que je repensais à mes expériences ou Dieu sait quoi. Et dans cette espèce de demi-éveil, j'avais l'esprit libre et souvent je me disais, comme on disait à l'époque de la télévision naissance, bon sang mais c'est bien sûr, ou quelque chose du genre. Et donc j'étais rêveur. Alors j'étais rêveur, ça allait bien avec le fait d'observer la nature. C'est Pierre-Gilles de Gênes qui a souvent insisté sur l'utilité, l'intérêt d'observer la nature, surtout bien sûr si on voulait faire des sciences naturelles. Mais donc ma passion silencieuse et rêveuse pour la nature se dirigeait vers les papillons. Bon, il ne suffit pas d'aimer les papillons, de les classer, de les épingler, de les reconnaître, etc., pour être ni un écrivain comme Nabokov, ni un mathématicien comme Laurent Schwartz, mais enfin bref, j'aimais les papillons. J'aimais aussi les fossiles. C'est pas facile de repérer des fossiles. C'est bien aussi pour exercer son observation, parce que les fossiles sont dans des marnes, tout ça c'est un peu de la même couleur, et donc on ne voit pas forcément du premier coup d'œil. Faire attention, bon. Et puis j'aimais les cristaux, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors je saute quelques années, je suis entré à l'école polytechnique, mais en mai 68. Alors en mai 68, l'école polytechnique, c'était, si je peux me permettre, pas triste. C'est-à-dire qu'on était un peu écartelé entre la rigueur du régime militaire, qui à l'époque était très, très sévère, et puis les débordements de mai 68 sous nos fenêtres, puisqu'on était au coin de la rue des Écoles et de la rue, comment dire, Gay-Lussac, enfin bref, ce quartier, quoi. Et donc, à l'école polytechnique, dans cette sorte de désordre, disons,
J'ai, comme beaucoup de gens, rencontré un professeur qui m'a enthousiasmé, que c'est fréquent ce genre de choses. Ce professeur, c'était Lionel Solomon. Lionel Solomon est décédé, mais on l'a connu bien sûr ici. C'était quelqu'un, ce qui m'a frappé, c'est que il adorait son métier au point de le faire tout sourire dans des espadrilles de cordes, tout ça les pieds sur sa table pour essayer de construire du photovoltaïque à base de silicium amorphe. Bref, c'était quelqu'un qui avait l'air heureux dans sa vie. Et en tout cas qu'il montrait à ses élèves, et donc son cours m'avait enthousiasmé. Je me suis dit, mais la physique, c'est pas du tout comme au lycée, ce qui ne m'avait pas plu. C'est vraiment intéressant. La curiosité qui est la mienne va peut-être se satisfaire de regarder la nature. Alors, après les troubles de mai 68, pour faire de la recherche, il fallait quand même faire des études un peu sérieuses. Et donc, je suis parti faire ce qu'on appelle aujourd'hui un M2, et ça, à l'époque, ça s'appelait un DEA. Et donc, ça se passait à l'école normale supérieure, donc c'était en face. J'ai fait plaisir à mes parents en quittant l'école polytechnique et en rejoignant l'école normale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est les professeurs que j'ai eus dans ce troisième cycle, puisque j'ai eu Jean Brossel, Claude Cohen-Tanucci, Serge Haroche, Pierre-Gilles Degène, tout ça la même année. Bon. Alors, pour suivre les cours de Jean et être à peu près digne d'eux, j'ai travaillé comme un fou, et puis après j'ai essayé de faire une thèse de doctorat, visiblement. Bon. Alors j'avais décidé de travailler chez des gens qui, une fois de plus, me plaisaient, pardon, parce qu'ils avaient l'air heureux dans leur métier. J'ai toujours trouvé que le fait d'être heureux, c'est vraisemblablement une bonne preuve de qualité de la recherche qu'on fait, parce que quand on trouve rien, on est rarement souriant, quoi. Et les gens qui ont plein d'idées, ça les enthousiasme. Bon, c'est ce que j'ai vécu par la suite. Donc, ce laboratoire était celui d'Albert Liebschaber, qui est aux États-Unis maintenant. Et j'ai travaillé sur les propriétés de transport dans l'aluminium. Bon, la première chose qui m'a frappé, c'était que c'était du bricolage. Et moi, j'aimais le bricolage. Donc, entre mes papillons, mes cristaux, etc., mes parents me mettaient en apprentissage chez le menuisier du village où on allait en vacances. Et j'adorais bricoler. Et je me suis rendu compte que la recherche en physique expérimentale avait un côté bricolage, au sens noble du terme, celui qu'utilise par exemple Claude Lévi-Strauss, en expliquant que c'est la possibilité de s'adapter à toutes les tâches. Et effectivement, quand on fait de la recherche scientifique, il y a plusieurs manières de le faire, mais moi-même, j'ai souvent hésité, me suis trompé, j'ai recommencé, j'ai fait autre chose. Et donc, à chaque fois, il faut adapter. On a des outils, comme dans un garage de bricoleur. Et donc, ça m'a tout de suite plu. Alors, après, j'ai eu une période creuse, difficile, disons que mon directeur de thèse m'avait donné un sujet qui me paraissait parfaitement sans issue. Donc j'ai été obéissant pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais ça me mène nulle part, ça, je ne veux pas travailler là-dessus pour mon doctorat. Donc il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, tel quel. Je suis désolé, mais il sait que je pense ça, donc... Et là, j'ai eu de la chance, parce qu'il y avait, grâce à ce directeur de thèse qui m'avait donné un mauvais sujet, mais il y avait un groupe de travail remarquable. Dans ce groupe de travail remarquable, il y avait un Japonais merveilleux qui faisait à la fois de la physique quantique et qui posait des questions sur la vie, et puis beaucoup d'autres. Et donc, par un espèce de hasard de rencontre entre des différentes expériences, tant pis si je vous parais immodeste, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'un liquide très particulier dont je vais vous parler pendant au moins 20 minutes tout à l'heure, qui est l'hélium liquide à des températures vertigineusement basses, s'évapore à la surface. Il y a des atomes qui sortent de la surface, qui vont dans la vapeur, d'une manière qui est analogue à l'effet photoélectrique qui a valu son prix Nobel à Einstein. C'est-à-dire que, de même qu'un grain de lumière incident sur un métal éjecte un électron, avec une énergie, donc une vitesse très particulière qui dépend du bilan d'énergie entre le grain de lumière et puis l'énergie de liaison dans le métal, bref. De même, dans cet hélium quantique dont je vais essayer de vous parler pendant 25 minutes si j'accélère un peu sur mon curriculum vitae,
De même, eh bien, une sorte de grain de chaleur, je dis ça, les physiciens m'excuseront, un grain de chaleur incident sur la surface entre le liquide et la vapeur au-dessus, éjecte un atome d'hélium qui est donc évaporé dans la vapeur au-dessus, avec une vitesse très particulière qui était 79 mètres par seconde. C'est un peu comparable à un TGV qui va vite. Bon. Pardon. Et donc j'ai découvert ça, ou au moins les prémices de ça. Donc j'étais vraiment très content. Je me suis dit que décidément ce métier me plaisait beaucoup, qu'il y avait des hauts et des bas, mais enfin bon. Et alors, bien sûr, la question se posait de savoir si j'avais eu de la chance ou si j'étais vraiment bon, quoi. Après tout, bon. En tout cas, moi, je me la posais. Alors, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'autres choses par la suite, mais à un moment, je me suis intéressé par un autre hasard de circonstances à la forme des cristaux. Alors, vous savez, les cristaux, donc j'en ai dit un mot tout à l'heure, parce que ma mère était terrorisée par le fait que j'allais en montagne, faire de la haute montagne l'été, et elle avait peur que j'y reste, quoi. Elle n'avait pas tort, d'ailleurs. Non. Enfin, pour la consoler, je lui avais rapporté des cristaux que j'avais ramassés au col des cristaux, donc je ne sais pas si vous savez où c'est. C'est quelque part par là, entre l'aiguille verte et l'aiguille d'Argentière. Et donc les cristaux de quartz qu'on trouve en montagne, ils ont des facettes. Il y en a 6 qui sont plus ou moins, mettons, verticales, et puis il y en a 6 autres qui font les 6 faces de la pointe. Bon. Et donc, pourquoi les cristaux ont-ils des facettes, hein, c'est-à-dire une structure ordonnée en surface? Bon, j'ai mis 14 ans à comprendre cette histoire, heureusement avec l'aide de Philippe Nozière, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a des talents de théoricien que je n'ai jamais pu approcher. Et grâce à qui, en utilisant des techniques très modernes qui s'appellent le groupe de normalisation qu'on applique au calcul des changements d'état de la matière, eh bien on a mis 14 ans, mais on a compris à peu près tout ce qui concerne ces aspects fondamentaux des surfaces cristallines. Les journalistes me demandent à quoi ça sert, je dis à être intelligent. Bon. Et donc, il faut être patient quand on fait de la recherche. Je ne suis pas sûr que c'est ma qualité première, mais quand même, donc j'avais prouvé que c'était peut-être pas complètement par hasard que j'avais trouvé l'un puis l'autre. Bon. Après, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses, la cavitation, c'est-à-dire les bulles dans les liquides. Récemment, la déformation des cristaux quand ils sont quantiques. Bon, je n'entre pas dans les détails. Aujourd'hui, je fais des nanotubes de carbone avec 2 équipes de plus jeunes qui m'ont demandé de travailler avec eux. Donc tout va bien, j'ai un peu du mal à m'arrêter de faire de la recherche parce que j'aime vraiment ça, mais je crois qu'il est temps quand même de passer la main. Et donc j'ai passé de très nombreuses années avec des angoisses, mais beaucoup de bonheur, à raisonner, à écrire, à mélanger en somme un peu ma linguiste de mère et mon mathématicien de père. Voilà, alors j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais donc maintenant on va aborder le sujet. Donc, j'ai choisi pour un public non spécialiste de vous raconter une histoire en fait. Alors cette histoire, c'est celle de 2 savants réfugiés, comme je les appelle, qui se sont rencontrés à Paris en 1938. Ils fuyaient l'un et l'autre l'antisémitisme qui les persécutait dans l'un la Hongrie, l'autre l'Allemagne. Et en se rencontrant à Paris, ils ont fait une découverte que je crois majeure. C'est que la physique quantique, qui jusque-là était surtout considérée pour capable d'expliquer l'intérieur des atomes, si vous voulez, d'un seul coup, on s'est rendu compte, enfin il y avait eu quelques prémices, mais bon, qu'elle était responsable des propriétés d'un litre entier de liquide qu'on voit à l'œil nu avec des propriétés différentes selon que c'est quantique ou classique, et je vais vous le montrer. Alors, ce sera le début de mon exposé, mais progressivement, on va dériver, à propos de réfugiés, vers le double problème de l'exil, parce que nombreux sont ces savants qui se sont réfugiés à l'Ouest, et nombreux sont ceux qui ont voulu s'engager pour défendre leur pays d'accueil, et ça en a mené beaucoup à la bombe atomique. Donc je vais finir pour vous raconter quelques aspects de l'histoire de la bombe atomique. Beaucoup de choses à dire. Alors, je commence par cette histoire d'hélium liquide qui devient quantique. Donc cette histoire a une préhistoire, merci beaucoup,
à une préhistoire, c'est-à-dire qu'avant la découverte un peu importante, il y a eu quelques expériences curieuses. La première d'entre elles, c'est qu'en dessous de cette température de 2,2 degrés absolus, c'est-à-dire Kelvin, ce qui vaut moins 271 degrés Celsius ordinaire, eh bien l'hélium liquide cesse de bouillir. Alors, je vais vous le montrer en film, autant le montrer d'ailleurs tout de suite. Voilà. Alors, ceci, ça va démarrer, voilà. C'est un film historique qui a été fait par Jack Allen, dont je vais reparler ensuite, et dont je vais vous faire brièvement écouter la voix. Ça, c'est les pompes de son laboratoire. Ça se passe en 1982. Il a une chose bleue qui frémit un peu, c'est de l'hélium liquide. Avec At very low temperatures, some substances show large-scale quantum effects. Large-scale quantum Examples are the effects. superconductive metals Alors, and superfluid helium. je coupe l'anglais pour parler. Oh là, pardon. Alors, ça y est, je fais des bêtises. Donc, je recommence à lancer la vidéo. Je suis désolé, ça marche pas. Voilà. Hein, mais, pourquoi ça va pas? Ah, voilà. Ça y est. Voilà, donc on va revoir le début. Donc je vous ai expliqué que c'est bleu parce qu'on ne peut pas éclairer avec de la lumière ordinaire à des températures pareilles. Hein. Quand vous mettez un thermomètre au soleil, il chauffe. Hein, bon. Donc on regarde ce récipient qui fait plusieurs centimètres, bien sûr, avec de l'hélium liquide en bas, voilà, la vapeur au-dessus. Et puis, on va là. Alors, à gauche, il y a un cadran qu'il a un peu bricolé, qui est en fait un thermomètre. Donc, vous voyez, 5, 4, 3, j'ai peut-être un pointeur, voilà. Voilà, 5, 4, 3. Et il pompe, en même temps, il chauffe avec cette résistance. Donc, ça bouillonne tant que ça peut, voilà. C'est très, très désordonné, le bouillonnement. La température descend à fur et à mesure qu'on pompe. On est à 3 degrés, 2,5, et à 2,2, il va se passer quelque chose. Voilà, donc on y est presque, ça bouillonne tant que ça peut, c'est un liquide normal, et hop, voilà. D'un seul coup, ça devient complètement ordonné, on ne comprend pas pourquoi, d'habitude, et c'est très, très fluide quand même, vous voyez, on voit bien, et c'est réversible. Donc il va réchauffer, et en passant par les mêmes 2,2 degrés, eh bien, ça recommence, le liquide va bouillir parce qu'on le chauffe et qu'on pompe en même temps. Voilà, donc on y est presque, ça y est. Voilà. Donc, ce liquide semble changer d'état. Bon. Alors, je continue parce qu'on a trouvé d'autres choses curieuses dans ce liquide. D'abord, Wilhelm et sa fille Anja Keesom à Leyde, en Pays-Bas, ont découvert en 1935 que ce liquide, celui-là, le liquide que j'appelle ordonné, qui ne bout pas, conduisait extraordinairement bien la chaleur, mieux que le cuivre à la même température. Et ça, pour un liquide parfaitement isolant, très froid, ça paraissait très étrange, mais au passage, ça expliquait pourquoi il ne bouillait pas. Quand vous mettez de l'eau dans une casserole sur le feu, eh bien, le fond de la casserole en contact avec les flammes ou avec la plaque chauffante est plus chaud que le reste, et donc il naît des petites bulles sur le fond de la casserole avant que ça s'évapore partout. Bon. Et donc ces petites bulles se détachent, font tout un tas de turbulences, et c'est ça le bouillonnement. Ici, si comme le liquide est très très bon conducteur de la chaleur, il n'y a pas de point chaud et de point froid, c'est la même température partout, et le liquide préfère s'évaporer par la surface. Alors il se trouve donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est ce phénomène d'évaporation à encore plus basse température que ça que j'ai étudié pour mon doctorat. Alors, est-ce que c'est vraiment un changement d'état au sens de la physique qu'on appelle une transition de phase entre cet état qui a l'air désordonné et cet état ordonné? Alors, pour ça, les physiciens ont l'habitude de mesurer une grandeur qui s'appelle la chaleur spécifique. La chaleur spécifique, c'est la chaleur qu'il faut fournir pour augmenter d'un écart de 1 degré, par exemple. Bon, et donc, cette chaleur spécifique a un comportement très particulier avec une singularité en forme de lettre lambda à 2,2 Kelvin, et puis cette chaleur spécifique tend vers 0 à basse température, ce qui est le signe bien connu en thermodynamique de l'installation
d'un ordre, effectivement, dans ce liquide froid, qui ne bout pas. Alors, de quel ordre pouvait-il bien s'agir? Les gens n'avaient aucune idée. D'habitude, quand on refroidit un liquide, souvent il cristallise. Alors ça, c'est un ordre dans l'espace réel. Les atomes s'arrangent dans des points régulièrement espacés d'un réseau. Ou alors ils sont vitreux. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais là, de quoi pouvait-il bien s'agir? Personne ne comprenait. Alors, juste après tout ça, en 1938, le 8 janvier, la revue Nature, que beaucoup de scientifiques connaissent, a publié 2 articles, l'un à côté de l'autre, l'un page 74, l'autre page 75. Alors celui de la page 74, le 8 janvier 1938, il était signé Piotr Kapitsa à l'Institut des problèmes physiques à Moscou, envoyé le 3 décembre. Et donc dans cet article, Kapitsa, dont je vais vous parler davantage tout à l'heure, avait rempli un tuyau, vous voyez ici, d'hélium liquide, qui était plus haut à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc il pouvait couler éventuellement par cette petite fente au fond entre 2 disques bien polis, ce qui fait que leur épaisseur n'était de l'ordre qu'un demi-micron. Et il avait remarqué que dans ce qu'on appelle l'état, disons, désordonné, au-dessus de 2,2 Kelvin, eh bien cet hélium liquide ne coulait pas. Et donc, quand vous avez un pot de miel en plastique et qu'il y a une fente dans le plastique, vous savez bien que le miel ne coule pas, il est trop visqueux. Maintenant, si vous mettez de l'eau, ça coule très légèrement, peut-être ça perle un peu à travers la fente, mais pas vraiment. Bon. Et bien là, au contraire, l'hélium liquide, ils ont mesuré que ça coulait tellement vite qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas de viscosité du tout. Alors, dans l'article d'à côté, donc envoyé, lui, par Jack Allen et Don Meisner, qui sont écrits ici, 19 jours plus tard, c'est-à-dire le 22 décembre 1937, autant que je me souvienne, c'est marqué là d'ailleurs, Jack Allen et son élève Don Meisner, à Cambridge, ont fait une expérience un peu semblable, sauf que eux, au lieu d'utiliser une fente, ils utilisaient un petit capillaire, un tube très très fin. Et en essayant de faire couler ce liquide le long à travers le petit capillaire, ils se sont aperçus à nouveau que quand c'est normal, disons, un peu chaud ou pas suffisamment froid, eh bien ce liquide ne coule pas, comme tout liquide qui a une viscosité non nulle, mais qu'en dessous de cette température, et encore plus froid, ça marche encore mieux, donc vers 1 Kelvin, eh bien ça coulait très vite, des centimètres par seconde. Et donc, non seulement ça coulait très vite, mais en plus, quand vous avez arrosé votre jardin avec un tuyau, vous savez bien que si le tuyau est plus gros, ça coule plus vite que si le tuyau est plus petit. Et puis de même, si vous ouvrez davantage le robinet, vous mettez plus de pression, ça roule plus fort. C'est les lois de Poiseuille, sauf que là, c'est peut-être turbulent. Mais donc, ils se sont aperçus que là, non, ça ne dépendait de rien de tout cela, comme si cet écoulement n'obéissait à aucune loi classique. Et ça, c'était vraiment la découverte expérimentale de ce qui s'est appelé la superfluidité, grâce, je reviens à Kapitsa, l'article précédent, qui a eu l'idée géniale, par analogie avec un phénomène cousin, de la superfluidité, qui est la supraconductivité, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Il a appelé ce fluide infiniment fluide un superfluide, c'est resté. Donc ce superfluide, visiblement, d'après les Anglais qui en fait étaient Canadiens, je vais y revenir, n'obéissait à aucune loi classique. Alors, avant de continuer, je voudrais vous expliquer qui sont ces gens. Alors Piotr Kapitsa, comme son nom l'indique peut-être, était d'origine russe. Il était né en 1894 à Kronstadt. Et ensuite, il avait émigré à Cambridge dans le laboratoire de Ernest Rutherford. Alors, Rutherford, prix Nobel 1908, père de la physique nucléaire, est quelqu'un d'extrêmement célèbre pour nous, qui accueillait donc des immigrés d'un peu partout, dont Piotr Kapitsa. Alors, en fait, Kapitsa s'est montré très, très remarquable dans ce laboratoire de Cambridge, au point que la Royal Society, donc l'Académie anglaise, plus un mécène qui est le trust de chimie qui s'appelle Imperial Chemical Industries, dont je dirai encore un mot tout à l'heure aussi, ont donné les uns de l'argent, de l'autre une organisation qui ont fait qu'ils ont construit pour Kapitsa ce laboratoire, avec un crocodile là qui a une signification symbolique. Bon.
Et donc, dans ce laboratoire construit pour lui-même par l'Académie anglaise plus ce mécène, Capizza a construit un liquéfacteur d'hélium. Qu'est-ce que c'est qu'un liquéfacteur? C'est une machine avec des pompes qui compriment et qui détendent de telle sorte qu'on finit par refroidir tellement la vapeur d'hélium qu'elle se transforme en liquide. Donc pour étudier les propriétés de ce liquide, évidemment, il faut d'abord en avoir, il faut le produire avec une machine. Donc c'est ce qu'il a fait, et ce liquéfacteur a commencé à fonctionner le 19 avril 1934. Alors tout ça était parfait, sauf que le même 1934, c'était le centenaire de Mendeleïev. Mendeleïev, celui du tableau. Hein. Et donc, Kapitsa a voulu rentrer à Leningrad pour aller voir sa famille et fêter le centenaire de Mendeleïev. Sauf que Kapitsa avait eu l'erreur de se vanter un peu de ses performances et de son talent, et que Staline lui a dit, écoutez, ou écoute camarade sans doute, si tu es tellement bien, il faut mettre ton talent au service de l'Union soviétique. Et donc, il a été séquestré en URSS, c'est-à-dire interdit d'émigration. C'est l'un des rares personnages de tout mon exposé qui sera interdit d'émigration. Les autres, ils vont avoir des problèmes d'émigration, mais bon, bref. Donc voilà, alors ensuite, de 1934 à 1937, j'accélère un peu, il a construit dans ce nouvel institut un nouveau liquéfacteur parce que Rutherford pas bête avait gardé celui que Kapitsa avait d'abord construit à Cambridge. Et puis, progressivement, en 1937, il a été capable d'écrire l'article qu'on a vu tout à l'heure, celui-là. Bon. Donc, très bien, et là, je passe encore beaucoup d'années. Après la guerre, en 1946, l'Union soviétique construisait la bombe atomique de toute urgence, et donc Staline a demandé à Kapitsa de bien vouloir travailler sous l'autorité de Beria. Alors Beria, c'était le chef du NKVD, qui était l'ancêtre du KGB, et donc Kapitsa avait son franc-parler, même à l'égard de Staline, comme il l'a prouvé dans d'autres circonstances terribles, mais ça non plus, je n'ai pas le temps de vous le raconter. Donc Kapitsa a expliqué à Staline que lui, il ne pouvait pas travailler avec Beria, que c'était quelqu'un, bon, je ne sais pas s'il a dit un imbécile, mais quelque chose du même genre. Et donc il a été disgracié, exclu de son laboratoire pendant des années, jusqu'à ce que, en 1953, Staline meure. A-t-il d'ailleurs été exécuté, même peut-être par Beria? C'est des bruits qui courent, mais je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un parmi vous le sait. Bref, Beria a été lui aussi assassiné en 1953, et quelles que soient les tragédies que ça représente, ça a permis à Kapitsa de ressortir de son exclusion, de retravailler un peu d'ailleurs sur la fusion nucléaire, d'avoir le prix Nobel en 1978, c'est-à-dire 40 ans après son article sur la découverte de la superfluidité, ce qui fait courir beaucoup de bruits variés pour interpréter un tel retard. En fait, non seulement 40 ans de retard, mais sans le concurrent qui était le Canadien Allen, qui avait publié en même temps. Alors, voilà l'histoire quelque peu agitée de M. Kapitsa et les autres. Alors, les autres, c'est plus simple. Jack Allen, lui, était canadien, il était né à Winnipeg, il avait fait son doctorat avec le même McLennan qui avait découvert que ça ne bouillait pas. Et puis ensuite, ils avaient été recrutés avec Rudolf Peierls par Rutherford à deux sur le salaire quand même très important qu'avait exigé Kapitsa. Alors j'ai mis Rudolf Peierls en rouge, comme beaucoup de noms, parce qu'ils sont soit importants, soit surtout parce que je vais revenir sur eux dans la suite de l'exposé. Donc il a fait venir un jeune Canadien pour travailler avec lui, et ils ont travaillé ensemble, évidemment, hein, grâce à l'ancien liquéfacteur de Kapitsa. Ça, c'est son cahier d'expérience qui montre que bien avant la publication des articles, ils étaient déjà en train de trouver ces effets. Donc c'était bien des concurrents, si vous voulez. Ils étaient au courant du travail les uns des autres, ils échangeaient des lettres. Le courrier mettait une semaine à aller entre Cambridge et Moscou. Moi, je n'avais pas d'idée là-dessus, mais enfin, on a des preuves. Et donc, bref, les deux travaux sont indépendants. Je n'ai pas la même opinion sur la qualité de ces deux travaux, mais peu importe. Donc, tout ça, j'ai dit. Et puis, par la suite, Jack Allen s'est pris sa retraite. Enfin, il a d'abord été nommé professeur à St Andrews en Écosse.
puis il a pris sa retraite là, et où il a passé beaucoup de temps à filmer l'hélium superfluide, et c'est le petit morceau de film que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis en 2001, il est mort à St Andrews. Et donc c'est une sorte d'immigration réussie, hein, après une immigration interdite. Bon, s'il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas assez clair, il ne faut pas hésiter, j'aime bien que ça va. Bon, ou si vous trouvez que mon humour est contestable, non, ça va. Bon, alors je continue, merci. Donc tout ça c'était en janvier 1938, et un mois après, Nature à nouveau publie un nouvel article, à nouveau de Jack Allen, ce coup-là avec un théoricien qui allait devenir métallurgiste et qui s'appelait Harry Jones. Et donc il découvre quelque chose qui est resté célèbre comme l'effet Fontaine. Alors qu'est-ce que c'était que l'effet Fontaine? Vous voyez à nouveau de l'hélium bleu parce qu'on l'éclaire avec de la lumière filtrée, avec une bouteille ici dont le col est coupé. Ici, on a de l'hélium liquide en bas, l'hélium vapeur qui est raréfié d'ailleurs au-dessus, et puis encore une résistance chauffante. Et ils se sont aperçus que quand on mettait un peu de chauffage ici, j'ai oublié de dire que dans le fond, là, cette chose noire, c'est du rouge, comme ils disent dans le film, c'est-à-dire du rouge de joaillier, qui est une poudre d'émery, je suppose, je ne sais pas très bien, très fine, compacte, une sorte de bouchon poreux. Donc voici le film, bien sûr, de M. Jack Allen pendant sa retraite à St Andrews. Donc voilà, j'espère que ça... non, ça ne marche pas. Médias n'ont trouvé... Oh là, ah bon. Alors s'ils ne trouvent pas mon film, je suis désolé. Bon, alors, je suis désolé, mais donc ce qui se passe, c'est que quand on chauffe ici, eh bien, il jaillit une fontaine qui est de plus en plus haute quand on met de plus en plus de chaleur là-dedans. Et donc cet effet fontaine, ce jaillissement de l'hélium, donc superfluide, sous prétexte qu'on lui met un courant de chaleur, ça paraissait complètement... c'était trop, si vous voulez, comme propriété anormale de ce liquide. Alors c'était trop, pour qui? Eh bien, pour... Ah si, ça marche? Non, ça ne marche pas, je ne crois pas. Alors, je suis un peu perdu. Hop, voilà. C'était trop pour qui? Alors ça, c'est mon troisième personnage qui s'appelle Fritz London. Alors Fritz London, toujours à Nature, toujours un mois après, ça va vite, hein, ça publie vite et ça réagit vite dans les laboratoires. Fritz London a une idée qui est que cet ordre pourrait être celui que Einstein a prédit à partir des travaux de Bose, comme devant prendre place dans ce qu'on appelle un liquide de Bose à basse température. Ce phénomène, il l'appelle la condensation de Bose-Einstein, et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça consiste à transformer... C'est ce qui se passe quand un liquide qui est composé de nombreuses molécules qui sont toutes indépendantes les unes des autres et qui vont dans toutes les directions de manière aléatoire, se concentre pour faire une onde de matière macroscopique. Donc c'est un peu vraiment étrange, au point que... ah oui, alors avant de vous montrer Einstein, je vous explique ce que c'est. Donc il se trouve qu'en 1995, on se rapproche d'aujourd'hui, plusieurs équipes, dont une à Boulder, Eric Cornell et Carl Wyman, et l'autre à MIT, Wolfgang Ketterle, ont découvert l'existence dans des gaz, maintenant c'est plus un liquide, c'est des gaz, qu'on refroidit beaucoup. Alors la revue Science, flairant le prix Nobel, qui est arrivé en 2001, pour les trois, a publié cette image que j'ai l'habitude de critiquer, parce que ceci ressemble à une sorte de cristal de soldat, un peu ondulant, mais ça n'a rien à voir avec la condensation de Bose-Einstein, qui n'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors, Wolfgang Ketterle lui-même a fait ce petit schéma qui est moins joli, mais qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, à haute température, dans un gaz, les atomes vont dans toutes les directions, de manière aléatoire, avec des vitesses qui dépendent de la température. Mais quand on refroidit, progressivement, le caractère ondulatoire de la matière, donc ça c'est l'un des fondements de la physique quantique, comme vous le savez peut-être, les ondes ont un caractère ondulatoire de plus en plus marqué, d'autant plus que ces ondes, qui sont des petits paquets d'ondes, ont une sorte de longueur d'onde
qui grandit quand on refroidit encore. Vous voyez, la longueur entre ces deux minima est devenue agrandie par rapport à ça. Alors en même temps que ça, les longueurs d'onde associées à ces particules quantiques, il faut me suivre, hein, parce que bon, je ne peux pas être plus explicite que ça. En même temps que cette longueur d'onde augmente, il se forme ici une onde stationnaire collective qui est le rassemblement de nombreux atomes les uns sur les autres qui sont devenus indiscernables et qui sont comme des ondes superposées, si vous voulez. Et à très basse température, tous ces atomes qu'on appelle excités parce qu'ils ne sont pas condensés dans cet état d'onde stationnaire sont tous rassemblés ensemble sous forme d'une demi-longueur d'onde, d'une onde de matière macroscopique. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer ça en des termes sans la moindre équation. C'était quand même déjà difficile d'admettre que des particules soient aussi des ondes, qu'un litre d'hélium ou même un gaz macroscopique soit aussi une onde macroscopique avec des atomes indiscernables, tous superposés, etc., ça paraissait un peu fort pour être vrai. Et donc Einstein lui-même, c'est célèbre, n'y croyait pas. Il a écrit à son ami Ehrenfest en 1924, l'année où il a publié son article à partir des travaux de Bose. Y a-t-il quelque chose de vrai là-dedans? Et il y croyait que c'était peut-être ou vraisemblablement un artefact de calcul. J'aurais aimé vous dire des choses sur Ehrenfest et ses fils, parce que ça c'est l'un d'entre eux, mais je n'ai pas le courage, d'autant plus que c'est tragique, ça s'est passé en 1933, et 1933 est une horrible année. Alors je continue, et donc je résume, Fritz London a eu l'idée en mars 1938 que la physique quantique était capable d'expliquer aussi les propriétés de la matière macroscopique qu'on voit à l'œil nu, telle que cet hélium liquide. On allait se rendre compte qu'il avait raison. La physique quantique allait envahir toute la matière condensée macroscopique. Sans la physique quantique, on ne comprendrait absolument rien à ce que c'est que des métaux, des supraconducteurs, des semi-conducteurs, tout un tas de choses comme ça qui ont complètement envahi aussi d'ailleurs notre vie quotidienne. Donc, découverte majeure. Alors, quelques mots de Fritz London, qui est mon troisième personnage. Donc, lui non plus, sa vie n'a pas été simple. Donc, il était né en 1900 à Breslau, qui s'appelle maintenant Wrocław en Pologne. En 1927, il avait rejoint Schrödinger, donc il y a des grands noms de la physique quantique, là, les uns après les autres, hein, à Berlin. Et là, il a fondé la chimie quantique, rien de moins, avec quelqu'un qui s'appelait Walter Heitler. Alors, les chimistes, donc Odile Eisenstein, par exemple, je suis sûr qu'elle sait mieux que moi ce que c'est que le modèle de Heitler-London. Mais bref, ils ont compris pourquoi deux atomes d'hydrogène sont capables de mettre en commun leurs électrons pour se rassembler en une molécule H2 dans laquelle il y a deux électrons qui sont un peu partout à la fois. Ça va? Je n'ai pas dit de bêtises? Bon, merci. Alors, London, avec son ami Walter Heitler, a fondé la chimie quantique. Il a compris la molécule la plus simple. Alors, en 1933, Hitler, qui ne s'appelait pas Walter, mais Adolf, a pris le pouvoir en janvier, a mis en exécution les lois anti-juives dès le mois d'avril, et là, Fritz London s'est enfui, sans sa mère, ce qui était évidemment tragique, et ce qui a été souvent le cas des réfugiés qui ont été obligés de s'enfuir sans leur famille, sans leur mère, sans leurs parents en particulier, et il se réfugie à Oxford. Alors, Heitler, lui, est allé chez Sir Neville Mott à Édimbourg, bon, et on va en trouver beaucoup d'autres. Mais le cas de Oxford est intéressant parce que il se trouve qu'à Oxford, il y avait quelqu'un qui s'appelait Frédéric Lindemann, qui était parfaitement anglais, mais fils d'un ingénieur d'origine allemande. Lui, il était aviateur et un personnage très spécial, directeur du Clarendon Laboratory à Oxford. Il allait devenir Lord Cherwell et surtout le conseiller de Churchill, ce qui lui avait valu le surnom de Lord... Non. Oh, j'ai déjà oublié. C'est désolé, c'est dans mon livre. Bon. Lord Berlin. Non, désolé. Bon, c'est ridicule, mais j'ai oublié. Bon. Et donc, il a eu l'idée, et ça aussi c'est intéressant pour le problème des réfugiés,
il a eu l'idée de construire son laboratoire de physique des basses températures parce qu'il flairait que c'était un domaine avec beaucoup d'avenir pour le futur, en allant faire son marché, quoi, en allant chercher des scientifiques de talent en Allemagne où il y avait beaucoup de candidats à l'exil. Donc c'est l'intérêt scientifique, bien sûr, très grand, que pouvaient porter les scientifiques, comme d'autres, à condition d'être pas xénophobes et intelligents, dans l'accueil des immigrés. Et donc, à Oxford, il a recruté Franz Simon, qui est devenu anglais sous le nom de Francis Simon, bien sûr, Kurt Mendelssohn, qui n'a pas traduit son nom, Nicolas Kurti, qui en hongrois avait un nom que je ne sais pas prononcer, Heinz London, qui était le frère de Fritz London, grâce auquel, plus une bourse de 3 ans financée par les mêmes mécènes de la chimie qui étaient Imperial Chemical Industries, dont les patrons étaient Ludwig et Robert Mondt, d'où le nom du laboratoire de Kapitsa qui s'appelait le Mondt Laboratory. Et donc, il a réussi à attirer à Oxford 1, 2, 3, 4, 5 grands noms de la physique ou de la chimie allemande. Au passage, Kurt Mendelssohn était le lointain descendant du philosophe Moses Mendelssohn, donc le lointain cousin des 2 compositeurs qui sont Félix et Fanny Mendelssohn, de même d'ailleurs que Francis Simon. Bien, donc Fritz London s'enfuit sans sa mère, il retrouve son frère, mais il est à Oxford et donc il se remet à travailler. Alors, comme tous les scientifiques, il fait des conférences à l'étranger, donc il vient aussi à Paris, il fait une conférence à l'Institut Henri Poincaré, à l'invitation de Émile Borel de l'Institut Henri Poincaré, mais aussi de Paul Langevin et d'Edmond Bauer, qui était le directeur du laboratoire de Paul Langevin au Collège de France. Donc il est connu un peu en France au moment où, en 1936, en fait, sa bourse de 3 ans s'arrête. Les Anglais avaient-ils cru que la guerre n'allait pas durer très longtemps, ou que le régime nazi, plutôt, n'allait pas durer très longtemps. Enfin bref, il n'avait pas d'autres moyens à offrir à Fritz London, qui donc s'est retrouvé sans revenu, était marié à une peintre cubiste, Edith London, dont les travaux sont très intéressants. Et heureusement, comme il connaissait des gens à Paris, il a pu être invité par Edmond Bauer au Collège de France pour, en fait, grâce à une bourse du Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers, s'installer, en fait, en face du Collège de France à l'Institut Henri Poincaré. Alors, je vais revenir sur ce comité, mais je continue rapidement. Donc, en 1937, il voulait s'intégrer complètement. C'était un homme de gauche. Il n'était pas communiste, mais enfin, il avait des sympathies clairement à gauche. Et il se sentait très bien parmi tous ces intellectuels engagés dans le Front populaire, etc. Donc, il voulait s'intégrer en France. Il a obtenu une bourse de maître de recherche à la CNRS. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, le Centre national de la recherche scientifique a eu un ancêtre qui s'appelait la Caisse de la même chose, et donc à l'époque c'était encore la Caisse et pas encore le Centre. Donc il a eu une poste de maître de recherche à la CNRS qui avait le grand avantage par rapport aux universités d'accueillir sur des bourses temporaires des étrangers. Dans l'université, à l'époque, on n'avait pas de poste si on n'était pas naturalisé français au moins. Bon. Ensuite, il passe un doctorat de sciences en physique avec Eugène Bloch. Alors, Eugène Bloch, c'était le premier directeur de mon laboratoire, celui du département de physique de l'École normale supérieure, Louis de Broglie, et Francis Perrin, qui était un collaborateur étroit, jeune chercheur chez Frédéric Joliot, qui s'appelait peut-être déjà Joliot-Curie, non, je ne crois pas, et qui était le fils de Jean Perrin, le prix Nobel. Et donc, il passe un doctorat, et puis il entame sa collaboration avec mon dernier personnage, je vais y venir, Laszlo Tisza. Alors, malgré tout, je saute quelques épisodes. En septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. London s'enfuit aux États-Unis, où il accueille un chimiste qu'il avait rencontré à Paris. Et puis, en 1954, il meurt prématurément d'une maladie de cœur. Il n'a pas eu le prix Nobel, à mon avis, parce qu'il est mort trop tôt. Alors, qui était ce dernier réfugié à Paris, Laszlo Tisza? Eh bien, lui, il était hongrois, né à Budapest. Il avait fait des études à Göttingen. Oh là, il faut que j'accélère.
et avec Max Born, puis à Leipzig avec Heisenberg, une thèse à nouveau en chimie quantique sur la molécule de méthane. Et puis, il avait été arrêté pour délit d'opinion, il connaissait un communiste, alors bon, c'était interdit. Et puis en 1935-1936, il est parti en postdoc à Kharkov, en URSS, chez Landau, qui est le génie de la physique soviétique, qui a eu lui aussi une vie complexe, grâce à un de ses amis, Edward Teller, que j'ai mis en rouge, parce que Edward Teller a été un Hongrois qui a joué un rôle très important par la suite dans la bombe américaine. Et donc en 1937, ça devient terrible sur Staline, l'arrestation de Landau qui est jeté à la Loubianka, qui était la prison où le NKVD torturait et assassinait. Tissa est étranger, juif en plus, il se réfugie au Collège de France, grâce à une bourse de la CNRS, à nouveau, où Teller, le même Teller, et Szilard, encore un Hongrois, encore un qu'on va retrouver pour la bombe atomique, l'ont recommandé à Fritz London, dont j'en viens de parler, et Edmond Bauer, qui était le directeur du laboratoire de Paul Langevin. Il y rencontre Michel Magat, qui était encore un immigré, mais lui d'origine russe, qui est ici, Michel Magat, Edmond Bauer, une étudiante qui s'appelait Lydia Ox, et Laszlo Tissa, jeune homme au Collège de France, dans la petite cour qui est à droite quand on rentre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh bien, donc j'en étais là, pardon. Et donc, à Paris, il discute avec Fritz London et il fait à son tour une découverte fondamentale, complémentaire de celle de Fritz London, qui s'appelle le modèle à deux fluides. Donc il a eu l'idée que cet hélium superfluide qui coule admirablement, qui conduit admirablement à la chaleur, etc., était en fait un mélange de deux fluides, un mélange homogène comme de l'eau et de l'alcool. Mais contrairement à l'eau et l'alcool qui, quand vous les mettez en mouvement, coulent ensemble, vous ne pouvez pas faire couler, par exemple, l'alcool dans un sens et l'eau dans l'autre. Ce n'est pas possible. Bon. Et donc il a pensé que malgré tout, cet hélium superfluide était un mélange de deux fluides. Et il a expliqué comme une espèce d'équivalent de la pression osmotique, pour ceux qui savent ce que c'est, que ça expliquait l'effet Fontaine et l'écoulement très rapide, etc. Alors, au départ, à nouveau, c'était très étrange. London lui-même ne voulait pas y croire, mais l'avenir, croyez-moi, leur donnera raison. Pendant des décennies, on a travaillé tous ensemble là-dessus, même moi. Et donc, c'est vrai, ça a été confirmé. La physique quantique, ce jour-là, en début 1938, a sauté du microscopique au macroscopique. Alors, Laszlo Tissa suite, aussi rapidement, il arrive 1939. Donc 1939, c'est la déclaration de guerre, et comme beaucoup de réfugiés, Laszlo Tissa est engagé volontaire pour défendre la France en octobre, un mois après la déclaration de guerre. Alors, heureusement pour lui, il est réformé en décembre pour problème cardiaque. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais mon livre paraîtra en octobre. Vous lirez les détails si vous le souhaitez. Ça vous fait rire, hein. Bon, toujours est-il qu'il travaille quand même pour l'aide à la recherche militaire en travaillant toujours au Collège de France sur un contrat sur l'optimisation des carburants avec le laboratoire central des poudres. Alors là, après ça, c'est la drôle de guerre, et début juin 1940, en pleine débâcle, Jacques Hadamard, professeur de mathématiques au Collège de France, et sa fille Jacqueline, chercheur au laboratoire de Paul Langevin, toujours au Collège de France, emmènent Tissa et sa femme, qui font passer pour leurs enfants, jusqu'à Toulouse, en passant la Loire sous les bombardements, enfin bref, j'en passe. Ils arrivent à Toulouse où le laboratoire s'était replié. Et là, on est en 1940, puis 1941, et la situation, surtout pour des immigrés, en plus s'ils sont juifs, devient extrêmement difficile. D'abord, les emplois publics sont interdits aux non-français et aux Français nés de pères étrangers. Ensuite, l'article 19 de l'armistice prescrivait, exigeait la livraison à l'occupant nazi des réfugiés autrichiens et allemands internés dans des camps. Il faut voir que le régime, avant Vichy, a créé des camps de concentration, ou presque, qui sont devenus des camps de concentration, et même pour le camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, une sorte d'antichambre d'Auschwitz. Et puis les lois anti-juives ont mis dehors tous les enseignants d'origine juive
de la fonction publique, les juifs étrangers ont été assignés à résidence. Bref, ça devenait extrêmement difficile pour Laszlo Tisza et sa femme de vivre quand même à Toulouse. Bien sûr, sa bourse CNRS a été suspendue. Il est vraisemblable que le comité d'accueil de Louis Rapkin l'a aidé, mais c'était très difficile. Et puis, soudain, en mars 1941, il a reçu un visa d'émigration aux États-Unis. De nouveau, grâce à son ami Edward Teller, qui revient partout, c'était vraiment son ami intime. Et là, avec d'autres visas, il traverse l'Espagne, le Portugal, embarque à Lisbonne sur le Serpa Pinto qui l'emmène à New York, qui évite les sous-marins allemands, enfin bon. Et puis là, ça se calme, il devient instructeur au MIT pour remplacer des enseignants. Il y avait beaucoup de cas comme ça, de Français qui ils parlaient pas beaucoup américain, donc ça posait des problèmes. Enfin, ils ont remplacé des enseignants qui étaient mobilisés, quoi. Et puis ensuite, il a été nommé full professeur au MIT, et il est mort à 101 ans dans des circonstances très émouvantes auxquelles j'ai participé parce qu'on était devenus amis entre-temps, mais je n'ai pas le temps de vous dire ça. Donc, je vous ai parlé de ce comité français qui accueillait les savants étrangers. Eh bien, il a été créé par quelqu'un qui est resté anonyme parce qu'il était étranger, et donc il n'avait pas le droit d'avoir une quelconque action politique. Et donc, quelques mots sur Louis Rapkin. Il était né en 1904, alors lui en Biélorussie. Il avait émigré d'abord à Montréal, il était biologiste, et donc il avait fait de la recherche aussi en France, à Roscoff, puis au Collège de France, puis il a eu une bourse de la Fondation Rockefeller comme beaucoup d'autres. Et puis, il était l'adjoint de René Wurmser à l'Institut de biologie physico-chimique, qui existe toujours, qui est en face de l'Institut Henri Poincaré. Et puis, le Front populaire arrivant, le Front populaire, Jean Zay, Irène Joliot-Curie, ont décidé d'aider l'accueil des réfugiés. Donc d'aider officiellement le comité créé par Louis Rapkin, afin en particulier de leur donner plus facilement accès au mécénat. La Fondation Rothschild, Robert Debré, qui était le père de Michel Debré et d'Olivier Debré. Et donc tout ça pour dire que l'aide des pouvoirs politiques a été cruciale pour que des initiatives privées, telles que ce comité, puissent survivre et en tout cas attirer du mécénat. Donc je vous ai déjà dit qu'il agissait dans l'ombre, donc son nom n'apparaissait pas. J'ai ici malgré tout l'organe central du Parti socialiste du 12 juillet 1936, je crois, qui a un petit encadré qui est là dans la rubrique femmes. Et pourquoi c'est dans la rubrique femmes? Parce que c'est l'œuvre d'une femme, donc ça a droit à une énième page. Et il s'agit surtout de féliciter Madame Irène Joliot-Curie d'avoir soutenu ce comité d'accueil des chercheurs étrangers. Et là, on voit plein de gens célèbres. Célestin Bouglet, c'était le directeur de l'École normale supérieure, c'est marqué, Edmond Bauer, on le retrouve, Wurmser. Rapkin apparaît modestement, ainsi que plein d'autres, et donc il est expliqué que le gouvernement soutient cet accueil des étrangers. Alors, comment ça se passait vraiment l'accueil en France? Eh bien, le comité Rapkin avait eu quelques précurseurs. Le comité des savants en 1933-1935, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes avait participé à ça, plusieurs comités internationaux. Bon. L'obstacle majeur, c'était qu'il fallait avoir la nationalité française pour prétendre accéder à un poste fixe universitaire ou dans un institut de recherche. Et donc, faute de naturalisation, la France ne pouvait être qu'un pays de transit. Vous voyez, ce n'était pas simple. Donc, en 1935, la fondation de la CNRS, puis du CNRS, par Jean Perrin, ont beaucoup facilité les choses grâce à des bourses temporaires. Et puis, en octobre 1939, le CNRS, mais ça, c'était déjà un mois après la déclaration de guerre. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu, pour ne pas vous faire penser que l'accueil des étrangers était facile, loin de là. Alors, comment ça s'est passé en Grande-Bretagne et aux États-Unis? Eh bien, c'était un peu différent. Je crois qu'en 1933, c'est-à-dire au moins 3 ans avant la France, les scientifiques se sont organisés collectivement pour accueillir les étrangers. Donc ils ont été plus vite. Était-ce parce que la société était plus souple? C'est vraisemblable. Quoi qu'il en soit, donc, je vous ai un peu parlé d'Oxford. À Oxford, Lord Rutherford, toujours le même prix Nobel,
a joué un rôle essentiel dans la création d'un certain nombre de sociétés for the protection of science, de l'Academic Assistance Council, la Royal Society a joué un rôle aussi, et actuellement tout ça est devenu le Council for At-Risk Academics, CARA, qui existe sous ce nom depuis 1999 et qui existe toujours. Alors aux États-Unis, c'est un peu différent, mais là aussi ça commence bien avant la France. Et par des initiatives qui étaient surtout des initiatives d'université, alors en particulier l'Institute for Advanced Study à Princeton, très célèbre pour avoir accueilli dès 1933 Einstein, Kurt Gödel, André Weil, John von Neumann, qui était hongrois lui, etc. Et en 1934-1935, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, enfin vous voyez, les très très grands noms de la physique du XXe siècle. Et puis à New York aussi, la New School for Social Research a ouvert une université en exil, l'University in Exile, où elle a accueilli Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, beaucoup de gens, avec le soutien d'ailleurs explicite de Roosevelt. Donc vous voyez que, en fait, pour dire les choses très vite, les Américains et les Anglais, bon évidemment ils parlaient anglais, bon. Mais enfin quand même, je crois qu'ils se sont mobilisés beaucoup plus vite. La Fondation Rockefeller a joué un rôle très important. Alors les obstacles étaient un peu les mêmes dans tous les pays. Il y a quelqu'un qui discute, là, ça m'agace, là. C'est Roger, peut-être. Bon, peu importe. Excuse-moi, Roger. Les obstacles, eh bien, la concurrence. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ces étrangers allaient leur piquer leur travail, tout simplement. Ça vous rappelle peut-être quelques discours modernes. L'antisémitisme, eh bien, on était sorti depuis peu de temps de l'affaire Dreyfus. Bon, donc c'était plus que présent. La xénophobie, ben, j'insiste pas. Et donc, souvent, pour faire face à ces obstacles, ce qu'ont fait les comités d'accueil, c'est qu'ils ont donné une priorité aux savants renommés pour faire comprendre à quel point c'était utile d'accueillir des immigrés et récolter le maximum de fonds et ensuite pouvoir accueillir des gens plus jeunes et moins célèbres. Alors, l'entrée aux États-Unis était quand même très difficile, en particulier parce qu'il y avait des quotas, donc les professeurs pouvaient être exemptés de satisfaire les quotas d'immigration, mais pour ça, il fallait montrer qu'on avait un revenu suffisant qui était de 2 500 $, à l'époque c'était beaucoup, par an, pendant 2 ans, autrement on était considéré comme risquant de devenir une charge pour l'État. Vous voyez, ces problèmes, les savants réfugiés sont des savants très particuliers, ils connaissent du monde dans le monde entier parce que la science est mondialisée, etc. Mais ils se heurtent aux mêmes idées reçues qu'on entend malheureusement encore aujourd'hui. Alors, j'accélère encore parce que, bon, enfin bref. Donc, le 3 septembre 1939, donc la guerre se déclare, les réfugiés s'enfuient et s'engagent. Alors, départ pour l'Angleterre, ça c'est toute une histoire. Alors, c'est vraiment dommage, mais là je ne peux pas vous raconter, c'est rocambolesque. Ça se passe le 18 juin 1940. Alors le 18 juin 1940, c'était pas seulement l'appel du général de Gaulle, c'était aussi le départ d'un bateau charbonnier qui s'appelait le Broom Park, qui avait été affrété, si j'ai bien compris, par un personnage non moins extraordinaire qui s'appelait Lord Suffolk, qui était un officier de liaison anglais vivant en France provisoirement, et qui s'était arrangé d'une part avec le ministre de l'Armement, Raoul Dautry, puis avec Frédéric Joliot au Collège de France pour sauver les 185 kilos d'eau lourde célèbre. Alors, pourquoi célèbre? C'est parce que c'est toute une histoire. L'eau lourde sert à ralentir les neutrons, donc à contrôler une réaction de fission nucléaire. C'était indispensable pour en faire l'étude. Ça se produisait presque exclusivement dans une usine en Norvège qui s'appelait Norsk Hydro. Ça continue, d'ailleurs, c'est juste le début de son nom, dans laquelle la France avait investi des capitaux, donc a donné un droit à récupérer la production de cette usine d'eau lourde. Et donc, au moment où la guerre s'annonçait, Frédéric Joliot-Curie, il s'appelait peut-être encore Joliot, je ne sais plus, s'était débrouillé avec les services secrets des avions, enfin toute une histoire, qui a fait un film d'ailleurs. On ne m'entend pas assez. Ah bon. Donc, toute une histoire pour récupérer ces 185 kilos dans 26 bidons
en France pour continuer les expériences sur la fission nucléaire au Collège de France. Donc il s'agissait de ne pas les laisser récupérer par l'armée allemande qui entrait à toute vitesse en France. Et donc ils ont organisé le transport de ces 26 bidons sur un bateau à charbon attaché sur des palettes de bois afin qu'en cas de torpillage, l'eau lourde flotte sur la surface de la mer et qu'on puisse aller les récupérer. Enfin bref, ils ont fini par arriver à Londres où ils ont été incarcérés, puis à Cambridge où ils ont recommencé leurs études sur la fission nucléaire. Je parle de Hans Alban, von Alban d'ailleurs, et Lev Kowarski, qui étaient deux jeunes chercheurs immigrés, j'allais dire évidemment, mais bon, dans le laboratoire de Frédéric Joliot, avec aussi le fils Francis Perrin. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont partis aux États-Unis à cette période-là, et en particulier, à nouveau, grâce à Rapkin, qui était passé par l'Angleterre, mais qui était arrivé à New York, et qui, dès que Pearl Harbor, l'entrée en guerre des États-Unis, le changement d'attitude des Américains par rapport à De Gaulle, ont permis de créer un bureau scientifique qui était sous l'autorité de la France libre. Et donc, de ce point, aux États-Unis, Rapkin et Laugier, Henri Laugier, qui était le directeur du CNRS en fuite, si on peut dire, ont organisé l'exil de nombreux scientifiques, mais c'était clairement en vue d'une participation à l'effort de guerre. Il ne faut pas se cacher la réalité. Et donc, de nombreux physiciens célèbres comme Pierre Auger, Jean-Francis Perrin, Léon Brillouin, le chimiste Bertrand Goldschmidt, des mathématiciens comme Scholen Mandelbrot, qui est l'oncle de Benoît Mandelbrot, André Veil, un mathématicien. Quant à Jacques Hadamard, il est passé aussi aux États-Unis, mais lui, grâce à Varian Fry, et tout ça, c'est une autre histoire que j'ai encore moins le temps de vous expliquer. Donc, il y a quand même des gens qui sont non moins célèbres et qui sont restés pour résister ou pour des motifs familiaux en France, en particulier Frédéric Joliot, sa femme Irène, ses deux enfants, Pierre Joliot, qui est peut-être là, et sa sœur Hélène, que nous connaissons très bien ici. Et Edmond Bauer, le directeur du laboratoire de Paul Langevin, sont restés en France, ont fait de la résistance. Bon, Paul Langevin, lui, a été incarcéré le 30 octobre 1940 en résidence surveillée, etc. Beaucoup d'autres sont restés en France et ont difficilement survécu, tels que Henri Cartan, le mathématicien, et Marc Bloch, le célèbre historien. Bien sûr, d'autres savants ont été déportés, torturés, exécutés, j'en passe. Bon, donc pour vous dire que la période était très, très dure. Et j'en arrive à la bombe. Parce qu'il faut bien voir, je l'ai déjà un peu dit, que de nombreux réfugiés, savants réfugiés, ont voulu aider leur pays d'accueil, donc ont voulu s'engager dans l'effort militaire. Donc c'était le cas en France de Laszlo Tisza, qui donc a été réformé. London était parti aux États-Unis, mais le War Department a mis plus de 3 ans à clarifier, comme on dit, je crois, son dossier. Donc il n'a pas eu le droit d'accès à la recherche militaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Eh bien, premièrement, la fission de l'uranium a été découverte. Alors, il y a la découverte expérimentale par Otto Hahn et Fritz Strassmann. Et puis, il y a l'interprétation théorique par Lise Meitner et son neveu Otto Frisch, qui en ont profité pour interpréter aussi les résultats d'Irène Joliot-Curie et son étudiant Pavel Savitch en France. Alors, aussitôt, tout ceci s'est répandu à toute vitesse, en particulier parce que Niels Bohr lui-même a annoncé la grande découverte de la double découverte de la fission de l'uranium, l'a annoncé à Washington, et après, tout le monde l'a su. Alors, il y avait bien sûr d'autres laboratoires qui travaillaient sur ces problèmes de fission nucléaire, en particulier Enrico Fermi, Frédéric Joliot-Curie et son groupe, dont j'ai déjà cité. Alors, ils ont publié séparément parce que les Allemands n'avaient pas le droit de publier avec des Juifs à cette époque-là. Ensuite, très vite, en fait, entre avril et septembre, l'Allemagne nazie a créé tout un projet de recherche qui s'appelait l'Uran Project, si je prononce ça correctement,
puis construit en fait un réacteur nucléaire, mais au plutonium, en particulier à cause du fait que Heisenberg, qui était resté là et qui collaborait à ce projet nucléaire allemand, s'était un peu trompé dans l'estimation de la masse critique d'uranium nécessaire pour faire une bombe et préférait essayer le plutonium. Voilà. Je raccourcis énormément tout ça. Alors, à l'Ouest, on a quand même réagi à cette crainte terrible que l'Allemagne nazie construise une bombe. Et ça, c'est la fameuse lettre de deux réfugiés qui étaient Einstein et Szilard, un Hongrois, en liaison avec Eduard Teller, un autre Hongrois. Donc tous ensemble, en plusieurs étapes et en hésitant beaucoup sur la manière d'approcher Roosevelt, ils ont envoyé une lettre très célèbre où ils expliquent, attention, l'Allemagne nazie est susceptible de construire une bombe atomique d'une puissance phénoménale, il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors les États-Unis ont réfléchi pendant un certain temps, assez longtemps, au point que ce qui a vraiment déclenché, je crois, l'effort nucléaire en Angleterre, Canada et États-Unis, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Frisch et Peierls. Alors Peierls, on l'a déjà rencontré, j'avais souligné son nom, c'était ce chercheur employé à Cambridge pour étudier la transmission de la chaleur dans l'hélium liquide, ce qui n'a franchement absolument aucune application militaire. Mais c'était un théoricien absolument remarquable, et avec Otto Frisch, le neveu de Lise Meitner, celui qui avec elle avait interprété la fission de l'uranium et montré que la fission en deux atomes beaucoup plus petits émettait 3 neutrons pour l'incidence d'un seul neutron, a compris que la réaction en chaîne pouvait déboucher sur une explosion nucléaire d'une puissance absolument colossale. Et donc Frisch et Peierls sont des étrangers, ils sont considérés comme enemy aliens, comme on disait à l'époque en Angleterre. Et donc, il faut un petit calcul qui est celui de la masse critique de l'uranium nécessaire pour que l'amplification de la réaction en chaîne soit telle que ça explose. Et ils trouvent 1 livre, c'est-à-dire moins d'1 kilo. Alors, ils s'étaient un petit peu trompés, mais pas tellement. Et donc, ils alertent le gouvernement anglais par l'intermédiaire, par la voie hiérarchique, si vous voulez, par l'intermédiaire de leur directeur de département qui s'appelait Oliphant à Birmingham. Et donc là, les Anglais réagissent très vite parce que le mois d'après, ils créent le comité MAUD pour Military Application of Uranium Disintegration, excusez mon accent, qui deviendra plus tard un projet anglo-canadien sous un nom de code qui s'appelait Tube Alloys. Et ils alertent les Américains en leur disant attention, mais les Américains ne sont pas encore en guerre et donc ils réagissent pas extrêmement vite. Ils réagissent en fait en 1942, vraiment. Bon. Après consultation de Teller, Wigner et Szilard, j'insiste sur les réfugiés hongrois, mais c'est la vérité, les États-Unis créent donc le célèbre projet Manhattan, dirigé par le général Groves et comme directeur scientifique Robert Oppenheimer. Et donc vont y participer à ce projet Manhattan de très nombreux réfugiés qui veulent tous s'engager dans la défense de leur pays d'accueil. Parmi eux, von Neumann, qui a été naturalisé américain en 1937 et qui a fait 2 choses. C'est lui, avec quand même quelques autres, mais quand même, il a travaillé au moins sur le design de la bombe à plutonium, ce n'est pas évident d'assembler les morceaux. Et aussi, il a calculé l'altitude, c'est terrible, mais c'est vrai, l'altitude à laquelle il fallait lâcher une bombe pour que ça fasse un maximum de dégâts. C'est pour vous dire à quel point von Neumann, c'était vraiment engagé. Hein, l'allemand Hans Bethe, pour les physiciens, c'est celui de Landsatz de Bethe. Les Italiens Fermi et Segre, enfin, plein de gens tout à fait remarquables, ils se sont engagés à fond de peur que les nazis y arrivent les premiers. Et donc, en Angleterre, Peierls, on le retrouve à nouveau, il a été naturalisé anglais, et avec Simon et Curti, eux, ils ont travaillé sur la purification isotopique de l'uranium-235, parce que pour faire une bombe, il faut purifier l'uranium-238, qui contient moins de 1% d'uranium-235, autrement, la réaction en chaîne est atténuée. Voilà, donc pour vous dire à quel point tous, en fait, au bout d'un certain temps, vont rejoindre le projet Manhattan aux États-Unis, où c'est là que l'effort principal a été consacré.
Alors les Français, Alban, on en a parlé, Kowarski, naturalisé français un peu avant de partir en Angleterre, puis aux États-Unis, sont arrivés aux États-Unis, ainsi que Auger, Goldschmidt, Guéron. Et ils vont tous participer, mais eux, plutôt au projet de réacteur nucléaire anglo-canadien au Canada. Et ils vont être aussi les responsables d'avoir prévenu De Gaulle dès 1944 de l'état d'avancement de l'arme nucléaire, ce qui a joué un rôle politique très important par la suite. Alors j'essaye de me dépêcher, mais vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Donc je vous ai déjà dit que London et TISA ne participeront pas à l'effort de guerre pour différentes raisons. Ça n'empêchera pas London d'avoir des problèmes très graves avec le macartisme, mais enfin passons. Et puis la suite, eh bien, le 16 juillet 1945, les États-Unis, c'est-à-dire le projet Manhattan, testent une bombe au plutonium dans le désert du Nouveau-Mexique. La puissance de cette bombe est absolument effrayante, bien qu'à l'époque ce soit que de l'ordre de la dizaine de kilotonnes de TNT, et qu'aujourd'hui on soit habitué à des bombes à hydrogène qui sont plus de 2000 fois plus intenses que cette bombe-là, ainsi que celles de Hiroshima et de Nagasaki, qui ont été larguées peu de temps après, malgré la pétition Szilard, donc Szilard qui était pacifiste dans sa manière d'alerter Roosevelt, il était quand même méfiant, précautionneux. Bon, toujours est-il que le lendemain de l'essai terrifiant, avec 70 autres participants du projet Manhattan, ils ont réclamé qu'on s'en tienne à la dissuasion, qu'on montre à quel point c'était terrifiant et qu'on évite de s'en servir contre la population japonaise, d'autant plus que non seulement la guerre avec l'Allemagne était terminée, mais la guerre avec le Japon était pratiquement gagnée déjà. Alors, il est impossible de ne pas parler de la responsabilité des savants, mais là, j'ai plus le temps. Et donc, je voudrais juste vous dire que je ne vais pas répondre à la question quelle est la responsabilité des savants. Je crois qu'elle est grande, parce que s'ils n'avaient pas construit la bombe, il n'y aurait pas eu de bombe, quoi qu'il y en aurait peut-être eu en Allemagne. Enfin bref, qu'est-ce que nous aurions fait les uns et les autres dans leur situation? Bon. Presque tous ces savants, dès la guerre gagnée, c'est-à-dire très vite, sont devenus des militants engagés pour le désarmement et la paix. Donc on connaît le comité fondé par Einstein et Szilard, le manifeste Einstein-Russell, Pugwash, qui a eu le prix Nobel de la paix. Et en France, Pugwash France était animé par Francis Perrin, Alfred Kassler, Bertrand ou Bernard, je ne sais plus, Goldschmidt, Bertrand, merci, André Lvov, c'est ça. Et donc voilà, le problème, c'est pas moi qui vais le résoudre en 5 minutes. Donc on peut en reparler. Bon. Dans l'Allemagne nazie, évidemment, c'était important de savoir jusqu'où ils étaient allés et qui s'était vraiment engagé dans la construction de l'arme nucléaire, militaire bien sûr. Alors, au premier rang de ceux-là, on trouve des physiciens très connus comme Walter Gerlach, Werner Heisenberg, Karl von Weizsäcker, et d'autres qui ont été très importants aussi, que vous connaissez peut-être moins. Et puis Otto Hahn et Max von Laue, je crois que Max von Laue certainement a refusé de participer à cette entreprise, donc l'Uran Project, et Otto Hahn aussi, je crois, je regarde mon ami Trainer pour voir s'il proteste, mais je ne le vois pas. Bon, enfin, il est quelque part. Bon, ah si, il est là. Ouais. Donc, est-ce qu'effectivement Otto Hahn a refusé de mettre la main dans l'arme nucléaire en Allemagne ou pas? Il n'y a pas participé, c'est bien ce que je pensais. Alors, bon, après, il s'est passé toute une histoire qu'une fois de plus, Jacques Trainer connaît infiniment mieux que moi, qu'il a écrit une pièce de théâtre entière là-dessus, qui est que ces 10 savants allemands ont été kidnappés par l'opération secrète Alsos, qui accompagnait l'armée progressant à l'intérieur de l'Allemagne, au point qu'on a pu écouter leurs conversations avec des microphones à Farm Hall pour savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient vraiment fait, où ils en étaient de leur recherche de l'arme nucléaire. Et donc ces enregistrements historiques extraordinaires sont passionnants, tragiques en même temps, et on s'aperçoit que, bon, effectivement, Heisenberg était extrêmement déçu de s'apercevoir que les Américains étaient devenus meilleurs qu'eux en physique nucléaire, puisqu'ils y étaient arrivés, alors qu'en Allemagne, ils n'étaient pas arrivés.
Maintenant, l'essentiel, la grande majorité de tous les grands noms de la physique allemande qui étaient dominatrices à cette époque-là étaient précisément partis aux États-Unis. Donc il faut tenir compte de ça. Et ensuite, Werner Heisenberg a refait le calcul de la masse critique en quelques jours, je crois, et compris qu'il s'était trompé et qu'il avait orienté l'Allemagne vers une technologie plutonium qui posait des tas de problèmes, en particulier de purification et de production d'abord, bon, très, très difficile. Mais enfin, ils ont construit un réacteur au Kaiserloch qui a été détruit par les armées alliées en rentrant. Bon. Donc il y avait effectivement une vraie activité militaire nucléaire en Allemagne nazie, sauf qu'il manquait un peu de cerveau et qu'en tout cas, ils n'avaient certainement pas les moyens de faire comme aux États-Unis, mobiliser 150 000 personnes, 2 milliards de dollars de l'époque, pour construire tous les laboratoires et ensuite toutes les industries qui ont réussi à faire finalement cette bombe atomique en à peine quelques années. Il y a aussi, bien sûr, des Allemands célèbres, dont Gerhard Heisenberg, von Lauer, en 1957, qui sont élevés contre l'armement nucléaire de l'Allemagne. Alors, j'ai pratiquement fini, il me reste un seul transparent. Je veux quand même vous parler quelques mots de conclusion sur aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, premièrement, les universités et le CNRS recrutent de nombreux étrangers, surtout en sciences exactes. Bon. La superfluidité dont je vous ai parlé au début, et sa cousine, la supraconductivité, qui est une superfluidité d'électrons dans des métaux, mais pas seulement des métaux d'ailleurs, sert principalement, donc, comme je l'ai écrit, à construire de gros électroaimants dans lesquels il faut passer beaucoup de courant pour avoir un grand champ magnétique. Alors, il y en a un qui est plus ou moins célèbre, c'est le collisionneur de hadrons du CERN à Genève, où on a découvert le boson de Higgs. Mais il y a aussi toutes les bobines des scanners IRM de tous les hôpitaux qui sont des bobines supraconductrices plongées dans l'hélium liquide. Ce n'est rarement l'hélium superfluide, sauf pour des machines ultra précises de recherche, disons. Donc voilà, la superfluidité et la supraconductivité surtout ne sont pas inutiles du tout. Quant à l'accueil des réfugiés, ben, vous avez sans doute compris que je crois que c'est un devoir moral et humanitaire. Tout à l'heure, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, Édouard Brézin a parlé du programme PAUSE, qui a été fondé en 2016 à l'initiative d'Alain Prochian et Edith Heard, qui a été soutenu par les deux gouvernements que nous venons de connaître, pour avoir quelques millions, environ 2 millions par an, afin de pouvoir accueillir des réfugiés qui viennent beaucoup de Syrie, de Turquie, du Yémen, mais aussi du Venezuela, d'Afghanistan, du Pakistan, de plein d'autres pays du Moyen-Orient, qui sont souvent des réfugiés qui ont fait une thèse en France et donc qui ont gardé quelques contacts avec des laboratoires et qui nous appellent au secours. Pardon. Et donc, tous ensemble, avec Pascal Cossard aussi, nous étudions des dossiers, nous en acceptons beaucoup, heureusement, et donc nous avons pu accueillir plusieurs centaines de ces malheureux scientifiques étrangers qui fuient des conditions abominables, qui ne sont pas les mêmes en Syrie et en Turquie, mais peu importe, c'est toujours abominable, et que nous accueillons volontiers en France. Voilà, j'ai été très long, je suis désolé, il nous reste quand même une demi-heure de questions, donc j'espère que vous n'êtes pas trop épuisés, et je vous remercie de votre attention. J'étais beaucoup trop long, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, alors, il y a du temps pour poser des questions à M. Balibar et je monte au podium pour pouvoir voir qui pose des questions. Donc, Odile Eisenstein. Oui, monsieur, je vais vous... Alors, André Martin, je te signale qu'il y a un physicien réfugié qui est passé par Paris, un juif, et qui est parti pour les États-Unis, c'est Bruno Pontecorvo. Oui. Et en fait, je recommande à tout le monde la lecture du livre de Frank Close qui s'appelle Half-Life, sur la vie de Pontecorvo. Merci. Odile. Oui, et puis là-bas, il y a une question. Merci Sébastien pour cette histoire qu'on pourrait dire merveilleuse, même si elle est un peu dure. Alors effectivement, non seulement les physiques, mais toutes les sciences en fait ont été probablement aidées de la même manière.
En fait, j'ai un commentaire, une question. Donc, en particulier, je connais l'histoire de Max Perutz, qui est parti de Vienne, a été effectivement réfugié en Angleterre, et a eu une histoire très proche et a obtenu le prix Nobel, ce qui lui a visiblement quand même a bénéficié à son pays. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le gouvernement avait quand même une position très bizarre, c'est que d'un certain côté, il les accueillait, puis après, il les enfermait. Le gouvernement français. Et non, ça, c'est le gouvernement anglais. Ah, anglais, oui. Oui, ils les ont envoyés en particulier, entre guillemets, en prison Oui, au l'île de Canada. Man. L'île de... Où ça, pardon? Non, au Canada. Il était au Canada. au Canada. Ah oui, aussi, oui. oui. Donc, je voudrais savoir si tu as une vision un peu globale de cette manière double d'accueillir et d'emprisonner pour les scientifiques et comment, qui est quand même quelque chose qui n'est pas très clair dans le comportement. Ben, il faut croire que les populations et les gouvernements, surtout, ont mis un certain temps à prendre conscience de la réalité et même de leur intérêt militaire. Hein. Et donc, au début de la guerre, comme je l'ai un peu dit, mais je vais en dire un peu plus, le gouvernement anglais considérait ces étrangers, surtout s'ils venaient d'Allemagne, d'Autriche ou d'Hongrie, donc de pays considérés comme nazis, comme des ennemis aliens. Là. Bon. Et donc c'est au point qu'à la déclaration de guerre, donc le 3 septembre 1939, ils ont incarcéré dans l'île de Man d'énormes quantités, 540 je crois, réfugiés de différentes sortes, dont énormément de savants réfugiés qui ne demandaient qu'à être tranquilles dans des labos. Bon. Alors en fait... Rutherford et beaucoup d'autres, enfin c'est ce que j'ai compris, hein, Rutherford et beaucoup d'autres personnalités scientifiques anglaises ont rapidement protesté violemment, expliqué à leur gouvernement que ce n'était pas possible. Et donc ils ont été en général, pas tous tout de suite, mais libérés de l'île de Man. Bon. Mais ensuite, vous avez vu, quand je vous ai parlé du mémorandum de Frisch-Peierls, vous voyez bien qu'eux-mêmes, ils étaient interdits de communication avec les services, enfin les organismes militaires, je ne sais pas très bien comment dire. Donc ils ont mis longtemps à accepter d'avoir confiance en ces étrangers. D'ailleurs, ils n'avaient pas toujours tort, parce qu'il y a une histoire d'un espion qui s'appelait Fuchs, qui avait été recruté, je crois, par... Alors là, je confonds, il y a tellement de personnages dans mon histoire, mais c'était sans doute Peierls, voilà, c'est ça. Et donc, Peierls avait emmené ou recruté aux États-Unis ce monsieur Fuchs, qui était un communiste militant, qui n'était pas plus que ça, mais qui considérait que, comme par devoir politique, il fallait communiquer l'information secrète du projet Manhattan aux Soviétiques. Alors, je ne vous ai pas parlé non plus à la libération de la course à récupérer des scientifiques allemands et encore moins du déclenchement immédiat de la guerre froide et de la course entre les États-Unis et l'Union soviétique qui avait récupéré de l'information en kidnappant des Allemands, justement, parce que, enfin bon, et puis la France aussi, hein. Donc il y a eu tout un tas de problèmes de services secrets et compagnie, en particulier pour savoir jusqu'où Frédéric Joliot connaissait les problèmes. Et puis pourquoi Kowarski voulait rentrer en France. Bon. Donc tout ça est très, très compliqué. Et donc pour répondre à ta question, je crois que tout le monde, devant des problèmes aussi complexes, a mis très longtemps à prendre conscience, a fait quelques petites erreurs, en a fait d'autres par la suite, etc. Et que l'histoire, en fait, a continué avec la guerre froide et l'escalade de la terreur. Il y avait une question par là. Oui, mais celle-là était d'abord, oui. Oui, merci Sébastien. C'était deux petits commentaires et puis effectivement une question. La question ne sera pas très intéressante. Les petits commentaires, c'est que Frédéric Lindemann, c'est le baron de Berlin, son petit nom. Oui, baron de Berlin, voilà, oui, bien sûr. Oui. Et alors Landau, c'est en avril 1938 qu'il a été arrêté. Oui, et libéré un an plus tard. Oui, mais dans tes transparences, c'est 1937. Ah, je me suis trompé, je suis désolé. Bon, il doit y avoir d'autres lapsus, mais... Oui, 38, bien sûr. Oui, avril 38.
Oula, tu es sûr, hein? Le 28 avril 1938. Et libéré fin avril 1939. Ça, c'est son incarcération, c'est pas sa libération? Sa Sa libération, c'est fin avril 1939. Ah oui, d'accord. Son Bon, incarcération, c'est le 28 avril je me suis 1938. trompé. Mais dans mon livre, il n'y a pas d'erreur. J'espère. Il y avait une question aussi? Frédéric Joliot, effectivement, il a épousé Irène Curie sûr. jeune, donc je pense qu'il était assez vite Joliot-Curie. Et la question, Je suis c'est pas sûr. le symbolisme du crocodile. Ah, c'était le surnom que Capizza avait donné à Rutherford. Et donc, il y avait un problème d'autorité, je pense, entre Rutherford, qui devait avoir sa personnalité, ça, j'en doute pas, et Capizza, non moins, puisqu'il était capable d'affronter Staline pour faire libérer Landau et même pour se faire construire un laboratoire entier, et qu'ensuite, il y a eu toutes les histoires avec le KGB, quoi, le NKVD, etc. Donc, je crois qu'ils avaient des personnalités fortes, mais qu'ils s'entendaient très très bien l'un avec l'autre, et que le surnom de Crocodile est resté, quoi. Donc, l'architecte qui a construit ce bâtiment a voulu mettre le crocodile, parce que c'était un souvenir de l'époque de Capizza avec Rutherford. D'accord, merci. Capizza aimait bien, devant Landau, dire « Si vous ne savez pas quoi faire, demandez à un théoricien et faites l'inverse. » Oui, alors, bon, ça prouve son caractère, au passage, puisqu'on parle de Landau, et bon, Landau était quand même un génie absolument époustouflant. Bon, il a eu le prix Nobel pour sa contribution au fluide quantique, à commencer par le superfluide. Bon. Il a traité de façon très méprisante Laszlo Tissa, considérant que son modèle à deux fluides était complètement faux. Bon. Bon, j'ai beaucoup étudié leurs travaux respectifs. Je crois qu'il y avait effectivement une erreur dans le calcul de l'un des fluides qui se mélangeait à l'autre, là, et que Landau, 3 ans plus tard, a corrigé cette erreur. Maintenant, Landau a quand même repris intégralement toutes les idées de base du modèle de Tissa, et donc je crois que c'était un peu injuste de sa part de mépriser Tissa et de vouloir s'approprier l'ensemble de la responsabilité, enfin, cette interprétation de la superfluidité. Il faut voir que Tissa était son ancien postdoc. Tissa avait passé 2 ans à Kharkov avant que Landau soit jeté par Kharkov pour différentes raisons politiques. Et donc, en plus, je me suis renseigné là-dessus et j'ai eu confirmation. C'est quelqu'un qui, quand même, se prenait pour un génie. D'ailleurs, il l'était. Mais ça ne l'empêchait pas de faire quelques erreurs. Et donc, dans sa théorie de la superfluidité, il y a 2 erreurs que je trouve monumentales. Bon. Par exemple, la superfluidité, il n'a jamais voulu accepter, sauf vraiment très tard, que ça avait un rapport avec la condensation de Bose-Einstein. Bon. Mais pire que ça, admettons, parce que l'hélium liquide, c'est un liquide. Donc la condensation de Bose, c'est des gaz parfaits, donc c'est quand même assez différent, bien que ce soit un liquide très peu dense. Bon, pour des raisons quantiques, d'ailleurs. Mais tout de même, il allait jusqu'au point de ne faire aucune différence entre les 2 sortes de particules qu'il y a en physique quantique, qui sont d'une part les bosons, d'autre part les fermions. Donc il a fait une théorie comme s'il n'y avait aucune différence et que sa théorie s'appliquait aussi aux fluides de fermions, de Fermi, qui au lieu de s'empiler tous sur le même état pour faire une onde macroscopique, ne peuvent pas se mettre à 2 sur le même état. C'est toute la différence entre Fermi et Bose. Donc, M. Landau était certainement génial. Il n'était pas sans défaut, et donc je lui reproche des petites choses comme ça. Il aimait bien qu'on l'appelle Landau. C'est la prononciation. Oui, je vois que tu sais tout. Alors donc, ça me donne l'occasion de raconter une anecdote, parce que Tissa était donc au Collège de France. Et donc, au Collège de France, il a fait ses travaux, et puis il a publié d'abord un article dans Nature que je vous ai montré, mais ensuite 2 articles au compte-rendu de l'Académie des sciences, nos comptes-rendus. Et d'ailleurs, il y a 6 mois, j'ai fait un article sur les 2 articles de Tissa dans les comptes rendus pour célébrer le fait qu'à cette époque-là, au moins, d'ailleurs, beaucoup, bon,
les comptes rendus étaient célèbres au point de publier des découvertes majeures. Bon. Mais donc, ces 2 articles dans les comptes rendus de TISA ont été présentés, introduits par Paul Langevin, et donc aussi écrits en français. Il faut voir que TISA et London étaient arrivés en France avec un peu de méfiance a priori, mais très vite, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. London, en arrivant en Caroline du Nord, a été extrêmement déçu. Il a écrit des choses assassines sur le racisme ambiant dans les États-Unis du Sud. Bon. Mais donc, ils ont voulu, comme beaucoup de réfugiés qui voulaient s'intégrer, apprendre le français. Et donc l'un et l'autre parlaient un français admirable. Il y a une lettre de London à Joliot qui explique, qui s'excuse avec beaucoup de précautions pour expliquer qu'on fait tellement de choses pour le garder en France, mais qu'il a vraiment peur pour sa femme et son bébé, Franck, qui venait de naître, qu'il fallait qu'il parte aux États-Unis. Alors il a bien failli y rester parce que son bateau a été torpillé, coulé par un sous-marin allemand. Mais heureusement, à la dernière minute, l'équipage avait dit « Ah, mais vous avez un passeport allemand, donc vous ne pouvez pas monter sur ce bateau. » Donc il n'était pas sur le bateau qui a été torpillé et qui d'ailleurs a déclenché la déclaration de guerre. Bon, ça a fait toute une histoire parce que c'était une atteinte aux droits de l'homme, ça, d'attaquer un bateau civil. Bon. Donc il est parti sur le bateau suivant n'a pas été coulé par les sous-marins. Mais donc, Tissa, lui, a eu... bon, c'était pas beaucoup mieux. Mais donc, Tissa a publié en français dans les comptes rendus. Donc, je me suis demandé si la raison pour laquelle Landau n'avait jamais voulu reconnaître les travaux précédents de Tissa, c'était simplement parce qu'il ne comprenait pas le français. Alors, pour ça, j'ai envoyé une lettre. C'est de la même manière dont j'ai fait connaissance avec Tissa lui-même. On était devenus amis, et puis... J'ai été invité par là, du coup, je vous raconte tout ça. On a encore un peu de temps, Madame la secrétaire. Jusqu'à 7 heures. Ah ben ça va. Et donc, le MIT m'avait invité à fêter son centenaire. Donc, c'était en 2007, parce qu'il était né le 7-7-7, le 7 juillet 1907. Et donc, le 7 juillet 2007, j'ai été invité au MIT avec Mandelbrot et Madame... son nom m'échappe, pour fêter en grande cérémonie le centenaire de Tissa, avec qui on était devenus amis, parce que je lui avais envoyé un mail en me disant, en l'an 2000, peut-être, on m'avait dit qu'il était vivant, donc j'ai envoyé un mail et j'ai reçu une réponse. Bon. Donc j'ai envoyé un mail à un autre prix Nobel qui s'appelle Abrikosov. Alors Abrikosov, n'est-ce pas Nina, est un autre prix Nobel russe, j'ose pas dire soviétique, extrêmement célèbre pour ses travaux justement sur les supraconducteurs, enfin la manière dont les tourbillons s'arrangent, qui s'appelle le réseau d'Abrikosov. Bon. Et donc c'était un collaborateur proche de Landau, et donc je lui ai envoyé une lettre en lui disant « Est-ce que vous savez si Landau parlait français ?» Il s'est vexé. Il m'a dit « Mais comment ? Mais Landau était génial, il parlait 5 langues couramment. » Donc le russe, évidemment, le danois, l'anglais, le français et l'allemand. Et donc, bien sûr qu'il était capable de lire les articles de Tissa, même en français et même dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Alors, c'est là que, bon, en fait, je me suis encore renseigné auprès d'autres. Bon. Et donc j'ai fini par comprendre qu'il aimait bien s'approprier les choses pour lui tout seul et que donc il n'avait pas envie de partager l'interprétation de la superfluidité par son ancien postdoc pour qui il n'avait pas beaucoup de respect, quoi. Oui. Un commentaire sur le programme nucléaire allemand tel qu'il est décrit dans un excellent livre traduit en français, dont l'auteur s'appelle Rainer Karlsch. De ce livre, j'ai tiré une impression très forte des décisions prises au niveau gouvernemental. D'abord, la décision d'une dispersion d'efforts, parce qu'il y avait au moins 3 ou 4 groupes actifs. Oui. Deuxièmement, la décision prise au niveau gouvernemental de nommer un monsieur appelé Esaü comme chef de 2 des programmes, l'un dirigé par Heisenberg et l'autre dirigé par Dibner. Et troisième impression forte de ce livre, eh bien, pratiquement le groupe de Dibner avançait plus vite
que celui de Heisenberg, parce que Heisenberg voulait absolument tout vérifier. Ça prenait beaucoup de temps et les bombes continuaient de pleuvoir sur l'Allemagne. Donc je recommande cette lecture extrêmement intéressante. Merci infiniment pour ces précisions. J'ai lu des choses semblables, mais que je n'ai pas lu ce livre. Je crois qu'effectivement, le rôle de Dibner, qui est sur ce transparent, a été essentiel. Je crois que vous avez tout à fait raison de dire que l'Allemagne, face à différentes hésitations et faute de moyens, parce que il fallait étudier la fission elle-même pour être sûr de faire les bons choix. Hein, bon. Et pour ça, il fallait construire des réacteurs, il fallait de l'eau lourde, ils ont essayé d'en produire eux-mêmes. Il ne fallait pas être sous les bombes, hein, ce n'était pas confortable pour faire construire un réacteur et étudier la fission nucléaire. Donc tout ça s'est conjugué et effectivement c'est tout à fait vrai que l'Allemagne nazie n'a pas du tout concentré ses efforts de guerre sur un seul projet bien choisi, les a dispersés sur 4 projets différents avec des gens qui n'étaient pas tous d'accord entre eux. Et donc voilà, ça c'est effectivement, vous avez absolument raison, l'une des raisons supplémentaires qui ont fait que, heureusement, les nazis ne sont pas arrivés à construire la bombe. Oui, là, oui, oui, je vous en prie, monsieur. Je me permets d'intervenir parce que vous avez cité les noms de Brunswick, oui, de Bloch. Et donc, bon, j'ai fait mes études de philo et oui, j'ai demandé à des témoignages oui, de cette époque. Et il faut souligner que tous ces philosophes ont joué un rôle très positif également. Notamment, Bergson était au centre de toute... Lavelle était au Collège de France, il rencontrait sans arrêt ses collègues. D'autre part, Bergson avait fait un devoir de conscience au philosophe Jacques Chevalier d'accepter d'entrer au gouvernement de Vichy, tout simplement parce qu'il était le filleul de Pétain. Et en décembre 1940, Jacques Chevalier et le professeur Rougier sont allés à Londres, et notamment Jacques Chevalier était l'ami de Lord Halifax, qui avait un très grand rôle. À quelle date précise, pardon? Décembre 1940. Ah, très tard donc, oui. Pas très tard, non, puisqu'il était en rapport permanent avec Lord Halifax, qui était son ami, il l'avait connu. Donc, il y a eu un rôle là qui est très important parce que les négociations ont pu se faire, d'après ce que... Je ne suis pas historien, hein, mais j'ai un peu étudié cette période du fait d'avoir des témoignages, notamment de Jean Guiton. Et donc, les convois étaient acceptés par une personne assez inattendue, donc Franco et Salazar, et les convois s'organisaient à partir de Lisbonne. C'est une histoire extrêmement compliquée. Je veux simplement apporter cette contribution des philosophes, donc des professeurs de philosophie très réalistes, et les passages, notamment de Marc Bloch, de Brunswick, se faisaient grâce au laissez-passer, ou je ne sais pas exactement comment ça s'appelait à l'époque, pour passer de Paris à Aix-en-Provence notamment, où Maurice Blondel a accueilli Brunswick, et Marc Bloch n'a pas voulu accepter de partir aux États-Unis, c'est comme ça qu'il a été donc arrêté en Creuse, dans la Creuse. Donc il y a encore là, par rapport aux scientifiques, il y a tout un pan de rapports très étroits, puisqu'on se souvient de cette phrase terrible, Pétain avait donné l'autorisation à Jacques Chevalier d'aller à l'enterrement de Bergson, à Garches. Finalement, les Allemands, Otto Abetz, qui étaient cependant des amitiés franco-allemandes entre deux guerres, hein, j'ai le témoignage du père René de Norroy, qui était l'un des 177 du commandant Kieffer à ce sujet, et finalement, c'est Lavelle qui a fait l'éloge funèbre de Bergson, et Doriot, Déa, ont écrit dans l'œuvre « Ce juif judaïssime ». C'est extraordinaire de penser que Pétain avait donné l'autorisation et que des Français s'opposaient, pour une fois, si j'ose dire, que ça aurait pu marquer les esprits, mais Lavelle a eu le courage d'y aller. Donc ça rejoint tout ce groupe de physiciens qui étaient au Collège de France notamment. Bon, c'est un regard simplement,
Je n'ai pas écrit de livre à ce Non, sujet, mais je vous remercie infiniment. c'est encore quelque chose. Et Alphen a porté témoignage après la guerre pour montrer que Jacques Chevalier était opposé au régime et opposé à Laval, donc, et même à Darlan. Donc il y a quelque chose d'extrêmement complexe que moi je ne suis qu'un paléontologue, anthropologue qui a versé dans la philosophie des sciences, mais comme j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes, voilà, votre contribution au débat est extrêmement intéressante à et l'occasion, moi, importante. je suis à votre disposition pour vous fournir quelques renseignements. Écoutez, je vous remercie, mais je ne vais pas me lancer dans une description complète de toute la période de la guerre dans tous les pays. Ça, j'ai choisi une entrée et une sortie, d'ailleurs, qui est celle des savants réfugiés. Alors, deux choses peut-être. La première, c'est que, après tout, je peux parler un peu de moi-même à nouveau. Ma famille a mortellement souffert de l'antisémitisme au moment de la Deuxième Guerre mondiale, justement parce que mon père a été obligé de traverser la ligne de démarcation en laissant ses parents derrière. Et donc, mais j'ai été élevé dans une paix royale. Mes parents ne voulaient pas parler de ça. Et donc, le temps a été longtemps à la réconciliation, je crois, en France. À mon avis, avec 50 ans ou 70 ans de recul, c'est quand même pas une raison pour oublier, quoi. Et donc, en me replongeant dans toute cette histoire, en rencontrant toutes ces horreurs, il y en a de toutes les sortes, j'ai eu l'impression qu'on pouvait en parler, à condition d'en parler calmement, parce qu'il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, même peut-être dans le milieu scientifique, qui ne se rendent pas compte que tous ces noms qu'ils connaissent ont souffert autant dans une période aussi difficile. Alors, comme je disais que je n'ai évidemment pas l'intention, et de toute façon je ne pouvais pas traiter des problèmes aussi vastes, surtout si on ajoute la responsabilité dans la bombe atomique, etc. Vous vous rendez compte, bon. Oui, je voulais dire qu'il y a autre chose que j'ai omis de mentionner, qui est que Rapkin s'est principalement occupé des scientifiques. Des scientifiques, c'est-à-dire principalement des mathématiciens, des physiciens et des chimistes. Mais beaucoup d'autres, en particulier les philosophes, les sociologues, etc., à commencer par Claude Lévi-Strauss, ont été aidés par un autre réseau, disons, qui est celui de la Fondation Rockefeller et de l'Emergency Rescue Committee américain, qui avait donc envoyé en France Varian Fry, lequel Varian Fry s'est occupé pendant une période courte avant d'être renvoyé, expulsé de France par le gouvernement de Vichy. Il s'est occupé justement des gens des sciences humaines et aussi des artistes. Marc Chagall, des gens comme ça. Et lui, il a fait beaucoup plus. Il a réussi à faire sortir de France, par Marseille, des milliers d'artistes ou d'intellectuels. Et donc, je n'ai absolument pas parlé de lui parce que ça sort de mon propos, qui était surtout d'insister sur des grands savants dont je connais presque tous les noms. Bon. Mais effectivement, il y a ça aussi qu'il faudrait décrire, et vous avez absolument raison. Et donc la New School à New York, elle est très célèbre, et l'intervention de tous ces gens-là dans le contexte du bureau scientifique et puis, justement, de l'effort de guerre, mais aussi du désir de continuer à travailler. Alors là, des gens comme Rapkin avait le sentiment qu'il était impossible de faire du travail intellectuel sous le joug nazi, comme il a dit. D'autres ont essayé de conserver une activité en France afin qu'à la fin de la guerre,
la France scientifique ne soit pas complètement disparue. Bon. Alors, difficile problème. Hein. Parmi les cas que je retiens, parce que j'ai lu au moins en grande partie le livre de quelqu'un de très remarquable qui s'appelle Emmanuel Loyer, qui a fait la biographie de Claude Lévi-Strauss, justement. Et donc, Emmanuel Loyer raconte justement l'arrivée à New York de tous ces intellectuels ou artistes français qui n'étaient pas des scientifiques au sens des sciences exactes. Et parmi tout cela, il y a André Breton. Et André Breton, lui, son attitude était tout à fait extraordinaire. Emmanuel Loyer est une personne qui fait attention aux mots qu'elle prononce, et donc elle ne montre pas d'animosité à l'égard d'André Breton. Mais quand même, elle raconte qu'André Breton, quand il est arrivé à New York, il a décidé qu'il ne dirait jamais un mot d'anglais parce qu'il ne voulait pas polluer son français. Et ça, on ne peut pas dire ça sans avoir un certain point de vue sur le personnage. Et ça prouve qu'il y a des différences entre des réfugiés et des exilés. En tout cas, il faut faire une différence de ce genre pour différencier l'attitude de ces gens qui arrivent dans ce pays étranger. Les uns, c'est parce que, par exemple, que ça passe, et puis les autres, c'est parce qu'il vaut mieux qu'ils sauvent leur vie, quoi. Bon. J'espère ne pas avoir été trop violent. Je pense qu'on va arrêter là. Hein. Écoutez, moi je suis un peu fatigué, mais... Moi je pense qu'il nous reste à applaudir Sébastien. Merci à vous.